Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. En direct de notre bunker de confinement, vous écoutez E égale RG2. Amateurs de bande dessinée, de gognos et de matraques molles, bienvenue à l'épisode 60 de Égal RG2, votre rendez-vous pandémique de BD, parce que qui dit « Lavez-vous les mains » dit Tintin. Mon nom est François Anger, accompagné ce soir de Tania Beaumont. Allô! D'Olivier Morissette. Salut François, salut Tania. Et on est seulement 3 ce soir, puisque comme on est dans notre bunker de confinement, c'est interdit de laisser rentrer personne après une certaine heure. Et donc, malheureusement, Guillaume Plante et Alex Drouin sont coincés à l'extérieur en ce moment même. Ils sont allés où? Guillaume, il était là? Ben, il était là, mais je sais pas qu'est-ce qu'il a. Il a peut-être voulu aller chercher les provisions. Ou, Je pense qu'il y avait un déplacement essentiel à faire. Puis ben, il n'en est jamais revenu. Pour l'instant. On ne souhaite qu'il revienne. En tout cas, on verra si on fait un autre épisode d'ici la fin de la pandémie. On espère que Guillaume et Alex pourront rejoindre notre bunker, puisque c'est eux qui ont tout notre argent, de toute façon. Oui, ouais. C'est eux autres qui ont la clé aussi pour sortir des bunkers, donc on espère fortement qu'ils reviennent. Oui, alors bien sûr, notre bunker qui n'est absolument pas, comme on le rappelle, sous les décombres de l'Université du Québec à Beauceville, où étaient les bureaux de la chaire de recherche en études tintinoludiques. Cherchez-nous pas là, on n'est pas là du tout. Donc, comme je disais en début d'émission, on parle de BD. On parle de BD maintenant depuis 4 ans à Égal RG2. Et ce soir, on va parler d'une BD européenne parue chez Dargaud qui s'appelle Chi. À ne pas confondre avec une comics qui était paru chez Image Comics dans les années 90 que j'ai retrouvé en faisant des recherches. C'est de bonne vieille époque où tous les personnages avaient des formes un peu étranges. Ça ressemblait à du Rob Liefeld, Jim Lee. Ouais. Alors, c'était une drôle de BD. J'ai feuilleté ça un peu vite tout à l'heure sur Google. Alors, c'est pas ça du tout, mais il y a un personnage japonais. Donc, c'est le seul lien qu'on peut faire entre les deux. Chi, S-H-I, juste pour ceux qui cherchent oui. à l'écrire comme il faut. Oui, c'est ça, parce qu'à l'oral, il n'y a pas de différence entre d'autres homonymes qu'on connaît. Exactement. Et comment on va s'y prendre pour vous parler de cette bande dessinée ce soir? C'est que depuis l'an dernier, l'émission l'an dernier était diffusée sur les ondes de CKRL pendant tout l'été, puisque c'est là d'habitude que l'on sévit. Et on faisait comme thématique à la recherche du Tintin perdu, puisque à la base de Égal RG2, c'était ça, on parlait de Tintin. Et là, pendant quelques années, on a fait d'autres sujets, et là, on voulait revenir à Tintin, et il y a malheureusement, comme vous savez, plus d'albums de Tintin depuis 1983, puisque Hergé est mort en 1983. Le dernier album de Tintin Picaro, c'est en 1976, mais bon, il n'y a plus d'albums depuis très longtemps, Non. Et ils ne sont plus disponibles nulle part. Il n'y a plus aucun album de Tintin disponible. On s'est dit, il faut qu'on trouve Tintin quelque part. On veut Tintin. Donc, on l'a cherché dans plein de BD. Et c'est ce qu'on continue à faire dans notre bunker de crise. À la différence que, étant donné qu'on est en confinement, on ne peut pas sortir pour aller chercher des livres. Les bibliothèques sont toutes fermées. Malheureusement, donc, tout ce qu'on va faire pendant tous les épisodes de notre confinement, on va chercher des livres qui sont seulement disponibles en ligne et gratuitement. Idéalement. Puis donc, idéalement, en plus qu'un exemplaire aussi. Oui, idéalement, s'il vous plaît. Donc, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière avec l'épisode sur le Château des animaux qu'on a trouvé sur prêtnumérique.ca et qui était disponible en 5 exemplaires. Et encore une fois, cette semaine, donc, c'est ce qu'on a réussi à trouver. Donc, Chi, paru chez Dargaud, qui est disponible les 3 premiers tomes, puisqu'il y en a un 4e qui est sorti au début du mois de janvier. Donc, les 3 tomes sont disponibles en 5 exemplaires sur prêtnumérique.ca. Toujours des critères très rigoureux. Oui, on n'a pas le choix, hein, parce que on est tous confinés. Donc, si jamais vous avez des suggestions pour nous, si vous connaissez des endroits où on peut se procurer des bandes dessinées gratuitement sur le web, que ce soit en location ou pour lecture en ligne, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de prendre vos suggestions. C'est très facile. Vous allez sur Facebook, sur notre page Facebook E égale RG2 ou le RG CKRL.
Donc, vous pouvez nous faire parvenir vos suggestions de cette manière. Également, sur Twitter, on a notre hashtag personnalisé, le hashtag MatraqueMolle, qui est donc disponible. C'est la meilleure façon de nous rejoindre. Également sur Instagram, le hashtag MatraqueMolle. Sinon, tous les membres de l'émission sont également sur Twitter. Tania Beaumont, O Morissette. Tout à fait. Moi, c'est @Fusaka, Fusaka, et Drouin Al et Papa Plante. Donc, pour rejoindre directement les membres de l'émission. Donc, faites-nous des suggestions si vous avez des bons endroits pour trouver des bandes dessinées disponibles gratuitement. Moi, je veux juste préciser gratuitement pour l'émission, mais dans la vie, là, on achète aussi des bandes dessinées. Tout à fait. Je veux juste rassurer les gens qui nous écoutent. C'est Exactement. juste que là, ça nous prend 5 exemplaires rapidement de toute la même affaire. Oui, c'est ça. Et donc, on veut également vous en faire profiter. Donc, c'est pour ça que si on les lit, on va les remettre, on les remet évidemment disponibles tout de suite après l'émission pour que, si vous voulez les lire, évidemment, ils sont disponibles. Donc, prénumérique.ca, c'est disponible avec toute bonne carte de bibliothèque valide du Québec. Effectivement, Tania, si dans le bunker, les BD, on pouvait les manger, je pense qu'on pourrait t'offrir facilement 5 ans de quarantaine. Ça dépend les gros, les gros tomes, là. Oui, effectivement. De la BD au pouce carré. Et également, si vous voulez réécouter tous les épisodes de ERG2 depuis la première saison, c'est disponible en balado sur Apple et Google. Il y a Spotify aussi qui est une alternative pour les balados, mais on a beaucoup de chansons, donc je ne sais pas, dans les épisodes précédents, je ne sais pas si on serait capable de passer sur Spotify. On va essayer, hein, on n'a rien à perdre. On va faire des tests, c'est ce qu'on fait. Tester. Et c'est bien beau tout ça. Là, on est en confinement, on l'a dit. On a laissé tout notre argent à Guillaume et Alex qui ne sont pas revenus malheureusement. Donc, il faut continuer à vivre, nous. Donc, on a des commanditaires à l'émission. Et ça me mène à vous dire que cet épisode de Égal RG2 est une présentation de l'agence de vengeance La Chance. Depuis plus de 40 ans, c'est le meilleur endroit pour la vengeance en tout genre. Ne laissez pas votre vengeance au hasard. Confiez-la à nos vendeurs certifiés et dites « Justice rendue ». Que ce soit pour un empire perdu, une couronne bafouée ou une place de stationnement usurpée, nous trouverons le châtiment qui vous conviendra. Sachez que chez l'agence Vengeance La Chance, on s'engage à chasser chaque revanche sans souci. Nous sommes derrière ces vengeances célèbres. La chasse du sage chancelier, les chaussons de Charles Souchon, la grosse jauge de sauce jaune. Alors, prenez pas de chance. Choisissez l'agence de Vengeance La Chance. Alors, on remercie nos précieux commanditaires qui nous permettent donc de vous partager notre amour de la bande dessinée depuis maintenant 4 ans. Donc, on va revenir à notre sujet principal de l'épisode de ce soir, donc la BD Chi, parue chez Dargaud. Tania Beaumont, qui est en charge du résumé ce soir, de quoi ça parle, Chi? Oui, alors Chi est une série en 4 tomes publiée chez Dargaud. Les dessins et la couleur sont de Holmes et le scénario est de Zidrou. Le premier tome est paru en 2017 et comme on le disait, le dernier est paru il y a quelques semaines à peine en janvier dernier. Ces deux-là, Zidrou et Holmes, avaient déjà collaboré ensemble il y a une dizaine d'années sur un projet qui s'appelle La vieille dame qui n'avait jamais joué au tennis et autres nouvelles qui font du bien. C'est un album qui était paru chez Dupuis. Et l'idée de faire Chi viendrait de Zidrou, mais ils ont quand même collaboré ensemble. Donc, on a discuté un peu avant d'arriver avec le scénario. On nous a parlé de sa passion pour l'époque victorienne, pour la culture japonaise et son envie de décider des femmes. Donc, on est retourné pas la planche à dessin, mais à la planche à texte et on est revenu avec le scénario de Chi. Évidemment, on a travaillé sur des projets en parallèle et finalement, en 2017, on a mis au monde le premier tome et d'ailleurs, on nous a gagné le prix Saint-Michel du meilleur dessin pour le premier tome de Chi. Donc, pour être sûr de ne pas vendre de punch, on n'a pas lu le 4e tome, hein? Donc on va parler seulement des 3 premiers. C'est peut-être aussi parce qu'il n'était pas disponible en prêt numérique, mais ça, je pense que c'est surtout ça, oui. Mais on ne le saura jamais. Ah, OK, excusez. On est en 1851. Non, on est en 2020. Dans la bande dessinée. Ouais, Des fois, on est en 1851. On le sait plus, hein? D'autres fois, non. On le sait plus. Le synopsis va comme suit. Pour cacher un scandale qui pourrait nuire à la prestigieuse exposition universelle de 1851,
Le cadavre d'un nourrisson est enterré dans les jardins du lieu qui accueille cet événement. 2 femmes, une noble anglaise et une japonaise, la mère de l'enfant, partent en croisade contre l'Empire britannique pour élucider ce crime. Entre société secrète et manipulation corruptrice, les 2 femmes que rien ne lie vont s'unir pour exposer la face cachée d'une machination infernale. Et pour une fois, ce n'est pas l'histoire d'un dude, mais bien de 2 dudesses. De 2 doudettes. Doudettes. Le féminin de dude, c'est doudette. Doudéris, Faudrait, je ne sais pas. On va demander à l'office oui, en français. Donc, on suit l'histoire Douderine, je viens d'aller voir. Douderine. Douderine, voilà. Bon, donc, c'est l'histoire de ces 2 douderines qu'on va suivre et aussi la répercussion de leurs gestes dans l'époque moderne. Donc, on ne sait pas si on est en 1851. On est là des fois non. On fait des allers-retours entre le passé et le présent dans Chi. Voilà. Ça commence, tout ça c'est très léger, hein, quand on commence avec on enterre un enfant pour sauver une exposition. Ça, c'est la prémisse oui, hein, quand de même. base. C'est l'élément déclencheur, comme on dit. Et là, je ne veux pas contredire le synopsis, mais ils partent pas tant en croisade pour élucider ce crime-là. On trouve assez rapidement qu'est-ce qui s'est passé. Oui, hein, quand même. Mais bon, je m'obstinerai pas. C'est un détail. Ben oui. Alors, on va y aller d'un tour de table, les 3 membres de l'émission ce soir, les 3 membres de l'équipe, pour voir qu'est-ce qu'on en a pensé. On va commencer avec Olivier. Oui, bien, la série Chi, ou en tout cas les 3 premiers tomes sur 4 là, qu'on a lus, je trouvais quand même nous présente une série qui est relativement accrocheuse. J'avoue m'être laissé prendre au jeu, quoique les débuts, puis ça, on en a parlé ensemble un peu avant, les débuts sont difficiles quand même dans les premières pages de cette BD-là. Sans tout dire, là, l'auteur a quand même décidé de faire un processus de flashback. Là, fait qu'il y en a quelques loops temporels là, qui sont inclus dans le début de l'album. Puis j'avoue que c'est parfois difficile à suivre là, dans quel moment, où est-ce qu'on est. Est-ce que vraiment tout ça a de l'importance, mais on sent quand même qu'il y a une certaine logique là, derrière ces sauts temporels-là. Puis une fois que l'histoire est bien assise dans la période victorienne, là, on revient peu quand même au loop temporel, puis ça se suit relativement bien. On a quand même, Tania, tu l'as mentionné, des personnages féminins qui, à mon avis, sont intéressants, forts, quand même complexes. Là. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était un bel élément apporté à cette BD-là. Puis, ben, on l'a mentionné, là, mais l'enrobage de tout ça est quand même bien fait. Là, hein. Belle couleur, un beau trait aussi. Là, c'est vraiment une BD qui est attrayante là, pour l'œil. C'est une BD à brochette de personnages. Là. Il y a vraiment une quantité de personnages assez importante avec des noms anglais difficiles à retenir. Il y a beaucoup de lord et de sœurs. Donc, bon, il faut s'atteler à la tâche de comprendre qui sont tous ces personnages, mais quand même, on sent que comme on dit, l'auteur a joué la long game, hein, puis on a beaucoup de matériel là, dans cette série-là, puis on rattache les ficelles tranquillement. Là. Peut-être que tout ça se dénoue dans un dénouement incroyable dans le 4e tome. Là. On ne le saura peut-être jamais. Peut-être, quant à moi, oui, en fait, cette série-là va justement, on dirait que mon appréciation générale de la série va pour moi se décider avec le 4e tome qu'on lira peut-être un jour. Parce que pour l'instant, c'est ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont amenées. Je ne suis pas sûr que tout fonctionne. Justement, l'ellipse temporelle, au début, c'est un flashback dans un flashback dans un flashback. On sent dans les quelques séquences qui se déroulent à l'époque moderne, qui ne se retrouvent même pas dans tous les livres. Je pense que dans le 3e tome, il n'y a aucun retour dans le présent. Dans le 2 ou le 3. Un retour vers le futur. Oui, donc c'est ça, je me dis un peu, si dans le 3e tome, on n'a même pas jugé bon d'avoir ce segment-là qui revient, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de délaisser ce côté-là, ou est-ce que c'est si important que ça? Parce que ça, on sent là, que bon, il y a quelque chose, là, c'est probablement une histoire de descendance
c'est probablement les descendants des personnages de l'histoire principale là, qui se mènent un combat à travers les époques. Mais c'est tellement des séquences qui sont pêle-mêle que c'est peut-être moins intéressant. Peut-être qu'on perd peut-être l'intérêt pour ce qu'en anglais ils appellent un framing device. Là. On perd peut-être un peu l'intérêt donc pour cette section-là, je trouve, parce que la section victorienne est nettement plus intéressante, définitivement. C'est une série qui est très, sans dire sordide, il n'y a pas beaucoup de points d'espoir, il n'y a pas beaucoup de lumière dans cette série-là. C'est assez... c'est pas le fun tout le long, là. Il n'y a pas... donc, on sent il n'y a pas de légèreté, il n'y a pas rien, là, des fois même des petites choses qui pourraient nous décrocher un mini sourire ou des trucs comme ça. C'est quand même assez sombre tout le long de cette histoire, mais c'est quand même bien amené. C'est un peu une histoire de détective un peu tordue. Ça m'a fait un peu penser à la série La colère de Fantomas qui était parue il y a quelques années, illustrée par Julie Rochelot. Ça me fait un peu penser à ça dans l'atmosphère, sans dire que l'histoire est identique. Là. Il y a peut-être, étant donné qu'on est du côté je ne veux pas dire des méchantes, parce que c'est clairement les héroïnes de l'histoire, mais on n'est pas du côté idéalement, normalement la police, c'est les bons. Là. Donc, on est du côté des méchants, si on veut, qui sont nos héroïnes. Et il y a aussi un truc que je trouvais c'est un peu particulier, c'est que les deux personnages, si vous voulez, féminins principaux, qui sont Jennifer, Jay, et Kita, donc qui est le personnage japonais, qui amène un peu le côté, justement, le côté vengeance. Donc, parce que c'est elle qui subit, si on veut, le premier... la chose en fait qui déclenche un peu toute cette histoire-là. C'est peut-être un peu le personnage le moins développé. Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi. C'est beaucoup le personnage de Jennifer qui est très, très, très développé. On connaît sa famille, tout ça. Alors que l'autre personnage qui, on pourrait croire, est sur un même pied d'égalité, peut-être moins bien développé. Oui, effectivement. Puis même dans le premier tome, elle parle pratiquement pas la langue de Jennifer. Donc, c'est un personnage qui, en plus, parle par mots. Là, une chance dans le tome 2 puis 3, Jennifer lui montre un peu l'anglais, là, puis elle a fini par parler parce qu'effectivement, c'est un personnage qui, en plus, parle pas dans le premier tome. Là. Ouais. Parce que j'ai un peu l'impression que, avec justement l'histoire qui se passe dans le présent, j'ai un peu l'impression que c'est toute la famille de Jennifer là, qui se mène un combat depuis des générations. Là. Alors, je ne sais pas ce qui va arriver un peu avec le côté mystique japonais donc, de l'histoire. Mais bon, on verra dans le 4e tome. Qu'on lira peut-être un jour. Peut-être. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de choses. T'sais, il y a le côté il y a du stock. Il y a le côté japonais parce que Kita aussi a un énorme tatou dans le dos. Donc, les fans de District 31 se retrouveront parce que Daxia a vraiment un très gros tatou dans le dos aussi. Mais c'est pas le même genre de choses. Et c'est un démon. Finalement, et il y a la famille de Jennifer aussi qui, en tout cas, il y a une espèce de côté secret. On a les Amérindiens d'Amérique qui sont mélangés à ça. On a la police, on a des mendiants, on a le présent aussi. Donc, on a quand même beaucoup de choses. Et moi, je dois avouer que quand j'ai commencé, vous savez, là, j'aime pas trop les affaires violentes. Et ça commence avec un enfant mort qu'on arrache presque des mains, qu'on enterre à quelque part, qui est peut-être inapproprié. Donc, sur le coup, moi, j'ai comme fait « OK, pas mon genre de BD du tout », mais finalement, et malgré tout ce qu'on a dit, j'ai quand même entré dans l'histoire parce que les dessins sont très, très beaux, l'époque victorienne vraiment bien représentée. Et quand on revient dans le présent, là, tout de suite, on le sait, pour plein de raisons, mais je veux dire, visuellement, là, même si on ne savait pas lire nécessairement, on se rend compte qu'on est ailleurs. Oui, c'est l'histoire de deux femmes qui sont des personnages féminins. Oui, ils sont développés, ils ont une personnalité complexe, donc là-dessus, c'est bien, mais il y a encore des scènes de nudité qui servent complètement à rien. Entre autres, il y a un moment... En fait, ils ont toujours les seins à l'air, là, ou presque, on ne sait pas pourquoi. Et il y a entre autres un moment où Jennifer prend un bain. Et là, on s'entend, c'est un dessin, donc c'est un choix. Et il y a vraiment une case qui est un gros plan sur son sein avec une goutte qui tombe du bout. Mais je veux dire, c'est pas comme « la caméra est passée dessus. » Là, on a pris le choix de dessiner ça. Donc ça, moi, je trouve que ça vient encore un peu
dénigrer ou amenuiser le fait que, oui, c'est deux personnages féminins qui sont les personnages principaux. Et il y a beaucoup de comparaisons qui, on disait, il n'y a rien qui nous accroche un sourire. Moi, j'ai souri à quelques reprises, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais j'ai fait un top 5. T'as pas le cœur noir, peut-être. Mais peut-être. T'as encore un peu d'espoir en toi. Ouais. J'ai fait un top 5 des meilleures comparaisons de la bande dessinée. Alors, voulez-vous que je vous livre ça? S'il vous plaît, oui. Bien sûr. Oui. Alors, en numéro 5, tome 1 à la page 13, il y a le docteur Trevor qui dit... là, ça, c'est... Je l'ai mis en numéro 5 là, parce que je trouve que c'est la plus glauque. Rien ne ressemble plus à un bébé qui dort qu'un bébé mort, et réciproquement. Ah ouais. Ouais. En numéro 4, dans le tome 3, c'est le professeur Flint qui dit « Home sweet home », comme dirait le coucou suisse après avoir marqué l'heure naissante. Ouais. Voilà. Numéro 3, c'est Henry Cote qui, dans le tome 1, à la page 10, dit « L'exposition universelle les fait sortir de leur trou comme des souris à la seule odeur du plum pudding de ma chair et tendre. » En numéro 2, c'est Pickles, dont on va parler des personnages, une jeune fille, tome 3, à la page 33, qui dit « Ça a dû lui faire vachement de la peine à la Vierge de voir son Jésus mourir comme ça, cloué sur une croix, comme une chouette sur la porte d'une grange. » Et là, je veux mentionner que c'est la 2e semaine qu'on a des oiseaux cloués à des portes. C'est vrai. C'est bien connu que les oiseaux se clouent pour mourir, hein? Oui, c'est ça le titre, ouais. Le fameux film avec Richard Chamberlain. Et la meilleure, selon moi, c'est Bonbon qui travaille dans la maison close, dans le tome 2, qui, à page 38, dit « Je l'ai trouvé dans l'entrée plus remonté que Big Ben la nuit de la Saint-Sylvestre. » C'est peut-être là qu'on remonte Big Ben, hein? Donc voilà, très imagé. Il y a même un personnage qui fait toujours référence à ce que son père a dit ou à ce que sa mère disait. Un vrai boucard d'iouf, là, mais de l'époque victorienne. C'est comme le chef de police qui parle juste en citation. Oui. Un peu particulier, mais malgré tout, moi, j'ai embarqué dans l'histoire. Là. On a trouvé quand même beaucoup de petits détails, mais je dois avouer que j'ai pas eu de misère là, à tourner les pages. Puis, malgré tout, j'ai envie de lire ce 4e tome. Mais le lirai-je un jour, je ne sais pas. Il y a un truc auquel on n'a pas parlé, c'est vraiment la chose la plus... C'est pas étrange, là, c'est pas étrange du tout, j'allais dire étrange, mais c'est le plan de la société secrète des vieux bonhommes qui est de reprendre le contrôle des États-Unis. Parce que selon eux, les Britanniques ont perdu leur colonie britannique et ça, c'est un affront à l'Empire britannique. Et donc, ce qu'ils veulent faire, leur plan de 5 vieux bonhommes, c'est de reprendre le contrôle donc des États-Unis avec un bateau armé de missiles. Ouais, un seul bateau armé de missiles. C'est quand même un plan audacieux. Et puis de dire que les canons vont plus loin que ceux des autres, donc ils vont juste battre l'ennemi sans être trop proches. Là, mais... En même temps, ces vieux messieurs-là sont tellement ridiculisés dans cette série-là. Ils ont absolument pas le beau rôle qu'on se doute bien que leur plan est voué à l'échec. Ouais. Et la reine Victoria est quand même impliquée là, dans leur plan, il ne faut pas l'oublier, qui ne cesse de nous rappeler qu'elle a 7 enfants. Et c'est la jeune reine Victoria, là. Elle a l'air d'avoir 22 ans. Oui, avec 7 enfants. Avec 7 enfants. Oui, effectivement, elle nous le rappelle à outrance qu'elle a 7 enfants. La reine Victoria aussi remontée que Big Ben à la Saint-Sylvestre. Vous savez, ces genres de BD-là, des fois, surtout dans le franco-belge, on en voit beaucoup là, de ces BD qui commencent avec un premier tome très complexe, avec beaucoup de perches tendues, puis des fois, on lit ce genre de tome-là, puis finalement, le deuxième n'arrive jamais. Hein. Il y a beaucoup de séries de ce genre-là qui commencent, mais qui ne finissent pas. Là. En tout cas, là, heureusement, celle-là se boucle là, en 4 tomes, là, mais ouais. C'est le genre de tome, des fois, que tu dis « Ah, j'espère que ça va continuer parce qu'il y a tellement de portes ouvertes que ça peut se refermer en un seul tome. » Oui, il y a vraiment beaucoup de choses, mais il y a surtout beaucoup de personnages. Puis là, j'étais contente parce qu'on ait un quiz sur les personnages parce que des fois, on fait pas mal toujours. Mais là, on en a. Puis, Tania, je pense que tu l'as mentionné, mais il faut remettre le doigt dessus. Il faut avertir nos auditeurs qu'il y a du tout nu. Beaucoup de tout nu.
Donc, Il y a vraiment beaucoup de tout nus. On ne lit pas ça dans le troisième banc de l'église un dimanche matin, lorsqu'on pourra enfin se voir en personne. Oui. Non, parce qu'il y a du tout nu quand on s'y attend, s'en y attend, quand on s'en y attend pas. Et il y a des gros plans, il y a plusieurs pages, c'est ça. Mais en même temps, tu disais au début, dans ton résumé, que l'idée de départ, justement, c'était le dessinateur Holmes qui avait envie de dessiner des femmes. Donc, c'est pas, il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est quand même un grand classique de la BD franco-belge. Là. On ne se fera pas de cachette. Si c'est ça un peu l'intention de départ. Ben, dessiner des femmes, Oui, je sais. pas obligé de les dessiner tout nus. Là, mais non, je sais bien, t'as raison. raison. Mais il y a des messieurs tout nus, tout le monde est tout nu. On nous montre des choses, il y a des choses qu'il y a des choses qu'il n'y a pas. Oui, sans divulgacher. Non, je divulgage rien, mais c'est ça. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs et toutes les races d'ailleurs. Là. C'est assez multiethnique tout ça, mais ils n'ont pas tout le beau rôle, maintenant. Non, c'est sûr. Ça à l'époque pour les femmes. Ouais, quand même, hein, c'est pas... En tout cas, on en parle dans les personnages, là, mais il y a des groupes de personnes qui l'ont plus facile que d'autres et c'est assez spécial. Disons qu'on fait ça à grands coups de batte de baseball dans plusieurs groupes particuliers. Je vais dire ça comme ça pour l'instant. Comment on fait donc pour déterminer notre appréciation de cette bande dessinée-là? Je vous parlais au début de l'émission qu'on était à la recherche du Tintin perdu. Donc, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on lit ces bandes dessinées-là puis on se dit, est-ce qu'on peut retrouver Tintin à quelque part dans cette bande dessinée-là? Comment on fait? C'est qu'on prend tous les personnages de l'univers de Tintin et on essaie de les associer à des personnages de la bande dessinée donc qui nous intéresse ce soir, donc la série Chi. Et à partir de tout ce qu'on va dire dans le prochain segment, on va donc essayer de déterminer ce qu'on appelle, nous, le taux total Tintin. Donc, chaque membre de l'émission va donner une note sur 100 qui est son taux Tintin individuel qu'on va rapporter donc sur une note cumulative qui donnera notre taux total Tintin. Ce taux n'est absolument pas une note de la qualité de la série. C'est vraiment le parallèle avec les aventures de Tintin. Je sais que si vous écoutez l'émission depuis plusieurs années, vous savez que nous, on a une fascination pour un instrument qui s'appelle un goniomètre. Et le goniomètre un peu régit un peu toute l'émission. On a même créé une théorie qui s'appelle la sabord métrique. On peut compter en sabord avec un goniomètre. Et là, malheureusement, on n'a pas de goniomètre puisque, confinement oblige, on l'a laissé à l'extérieur. Donc, c'est ça. On n'a pas notre goniomètre. D'ailleurs, Guillaume n'est malheureusement pas là. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça sert un goniomètre? Peut-être, Olivier, c'est toi l'esprit scientifique là, de nous trois? Par étymologie, je dirais que ça mesure les gonios. Je crois que c'est ce que Guillaume nous dit à chaque semaine. Donc, on mesure d'habitude avec un goniomètre. Là, on n'a pas de goniomètre. Donc, on mesure en Tintin. Ça fait pareil. Si vous avez votre goniomètre à la maison, un Tintin, ça équivaut à 1,33 gonios. Et nous, on calcule toujours nos Tintins basés sur la mesure étalon du Tintin en titane à Bruxelles. Oui. Donc, tout ça est très, très scientifique. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer au quiz, le grand Gonio quiz. On va prendre tous les personnages de Tintin. On va essayer de les associer avec un personnage de la série Chi. Alors, vous y allez quand vous le sentez. Le meilleur Tintin. C'est Jennifer. Oui, moi aussi, j'étais quand même assez confiant que l'héroïne de tout ça, Jennifer Winterfell, serait Tintin. Elle se lance un peu dans l'action sans trop réfléchir. Elle se met au devant du danger. Elle est très tintinesque quand même, même si la série en général ne l'est absolument pas. Ben oui, c'est ça, un photographe, artiste, personne humanitaire, là, un peu un jack of all trades là, comme Tintin. Là. À des belles valeurs là, quand même. Une Jacques de tous les échanges. Des fois, quand on traduit, hein, ça perd un peu de... Mais oui, mais c'est ça. Comme mot pour mot, c'est ça que c'est ça. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Le meilleur Haddock, personnage mentor, grincheux, enfin, on connaît tout le capitaine Haddock, là, je ne ferai pas... Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à placer Haddock dans tout ça. Moi aussi, oui. Pas beaucoup de mentors positifs. Hein. Il y a le sensei,
Mais non, pas tant. Non. Moi, je l'ai peut-être ailleurs, là. Ouais. Mais je pense qu'il y a un petit peu d'Haddock dans plein d'affaires. Le frère William boit beaucoup. Colérique, c'est peut-être un peu tout le monde. Tout le monde. Oui. Meilleur ami un peu de Kita, là, qui sert d'acolyte à Jennifer. Ouais. Mais c'est comme un split Haddock. Ouais, en fait, il y a beaucoup d'antagonistes. Dans Tintin, il y a quand même plusieurs. Il y a un grand cercle d'amis, mais là-dedans, le cercle d'amis est quand même assez limité. Ah, ben peut-être Pickles. Ouais. Tu sais, elle est là quand même à ses côtés. Ou le Trevor, le Dr. Trevor. Mais il y a quand même un rôle assez effacé. Vous savez que moi, je suis sûre que Captain Haddock il pue, là, à cause de la fois où il porte un pull en laine dans trop de situations, dont dans la jungle. Puis Pickles, elle sent pas bon. Puis elle est un peu comme grognonne. Peut-être Pickles pour être Captain Haddock. Là. Ouais. C'est vrai. Je reviens sur le Dr. Trevor. Je viens d'aller voir. Dans le 3e tome, il y a une case où on le voit en train de boire. Il y a le nez rouge. Donc peut-être le Dr. Trevor à quelque part. Il y a un mélange, ouais. Ouais, il n'y a pas un personnage, ouais. S'il y a un gentil, ce serait un peu lui, là, mais il n'est pas tout blanc non plus. Ouais, mais on va dire dans les hommes blancs, là, c'est pas mal le seul gentil. Oh, ouais, c'est le moins, oui. Parce que en tout cas, on y reviendra, tous les autres hommes sont... c'est pas des bonnes personnes. À peu près tous des mauvaises personnes. Meilleur tournesol? Ben, c'est là que j'aurais placé le sensei. Ouais, moi aussi, c'est là que j'avais placé le sensei. De sensei. bric-à-brac aussi, là, dans sa manche. Parce que oui, il y a un sensei dans cette histoire-là. Oui, on l'a pas dit, là, mais... Oui, ça il y prend a un ça. qui fait des gros tatous dans les dos des gens. Ouais, c'est lui qui fait ça. Meilleur Milou? Ben là, moi, j'avais Pickles. Moi aussi, j'ai des Pickles. Ouais, c'est plate. C'est plate, là, pour... On veut pas dire que c'est un animal, là. Mais Pickles, c'est le compagnon. Oui, puis en même temps, c'est à peu près le seul comic relief là, dans cette BD-là. Tu sais, fait que... C'est un comic relief qui fait tellement pitié. Ouais, c'est dans l'esprit, mais on se posait une question d'ailleurs parce qu'il y a une personne de petite taille, il y a une naine dans la BD, au triste sort. Au triste sort, et Pickles a quand même les traits du visage qui lui ressemblent. Ouais, la même physionomie, ouais. Mais c'est une enfant de 10 ans et dans la manière dont on se questionne, et là, c'est peut-être révélé aussi dans le tome 4 ou pas, si c'est vraiment si c'est une enfant ou si c'est une personne de petite taille. On ne sait pas. Oui, est-ce que c'est une enfant, une naine ou une enfant naine? Il y a 3 possibilités, là, à mon avis. Oui. Alors, la question se pose parce que la physionomie de Pickle est peut-être incertaine. parce que l'autre, là, la naine blonde qui n'a pas de nom, je pense. Oui, elle s'appelle... j'ai oublié son nom. C'est pas dans la muse, c'est l'endroit. Non, la muse, c'est l'autre qui a du henné d'en face. Ah, je pensais que c'est la même. Oui, il y avait tellement de personnages. Meilleur Castafiore, ce serait Kita, peut-être? Ouais, moi j'avais dit Kita aussi. Ouais, parce qu'elle a quand même un pouvoir d'attirer les foules. Oui. On va dire ça comme ça. Meilleur Dupont? Il y a Husband des... Hein? Je dis les bourgeois en général. Les bourgeois, OK, ouais. Ils sont souvent la tête de turc dans tout ça. Hein, oui, clairement. Braqués à qui mieux, escroqués comme on le veut. Là. Fait que, tu sais, un peu clownesque. Là, Mais moi, j'avais Husband et justement l'autre, le naine blonde. Husband, le petit enfant qui est peut-être aussi un... C'est pas clair. Ouais, les deux autres enfants / nains. Ouais. Moi, j'optais aussi pour les bourgeois là, qui essayent de faire des choses, mais qui se font rattraper là, par le chantage. Meilleur Rastapopoulos. Moi, je vais ouvrir le débat. OK? Je vais dire très large. Le meilleur méchant, c'est l'homme. Après ça, si on veut y aller plus serré, l'homme blanc. Ouais. Et l'homme blanc bourgeois. Mais même l'homme en général, là, c'est le méchant de la série. Ouais. Il n'y a aucun homme sympathique ou gentil dans cette série-là, à part peut-être le Dr. Trevor, mais il y a peut-être un dark side aussi. Là.
Ouais, la bourgeoisie blanche Ouais. de l'époque n'est pas une bonne personne, donc est un bon Rastapopoulos avec un S, disons. Ouais. Moi, j'avais quand même considéré la reine Victoria, qui est quand même le criminal mind un peu, là, tu sais, qui Ouais, on sait contrôle pas beaucoup de trop, hein. choses, qui contrôle la police, là, tu sais, le monsieur Worf, là, justement, l'espèce d'albinos chef de la Curbe. police. Là. Comment? Curbe. Curbe, ok, c'est ça. Ouais. Ouais, tu sais, il répond de la reine Victoria, puis lui, il a les mains sales pas mal, là. En tout cas, Avec la face qu'il a, en tout cas, on s'imaginait pas que ça allait être un gentil. Hein? Colin. c'est difficile à croire que c'est un sympathique bougre. Il ressemble à peu près dans, je sais pas, c'est Ange et Démon, là, ou en tout cas un des films, là, Ah oui, 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 l'adaptation oui. de Dan Brown, Oui. là, de l'espèce, un albinos pas fin, là. Hein? Oui. Ben, justement, moi, je l'avais dans les meilleurs frères Loiseau, le méchant de seconde zone. Justement, j'avais le commissionnaire Curbe. C'est justement les méchants qui tournent autour des, si on veut, des personnages plus importants. Justement, il y a justement lui, Curbe. Qu'est-ce que j'en avais noté Mais un autre, en tout cas, lui, entre autres. moi, dans Méchant de seconde zone, j'avais mis le frère de Jennifer, William, Ah, parce il est que épouvantable. Il n'y a la, pas de la, sens. la bande dessinée commence, il y a 21 ans, et là, pour souligner ça, il y a une soirée de débauche. Là. Il passe de petits anglais straight à débaucher, toujours en train de boire, insulte tout le monde, et ça sert à rien, mais il est toujours en train de lancer des points qui rendent tout le monde mal à l'aise, mais c'est juste ça. Fait que c'est pour ça que je le trouve méchant de seconde zone. Tu sais, il fait juste être désagréable niveau plus, là. Il est comme méchant gossant. Ouais, sans Ouais. raison. En fait. Il n'y a pas de but. Peut-être dans le tome 4. Mais il n'y a comme pas de but d'être méchant. Il est juste méchant pour être méchant. Mm-hmm. Moi, méchant de seconde zone, j'aurais aussi ajouté les Herriers, là, les vieux bonhommes, puis leur plan de conquérir l'Amérique, là, parce que pour eux autres, ils se donnent la peine d'avoir une société secrète, puis de mettre beaucoup d'efforts là-dedans, puis pour finalement avoir un plan tellement décevant. On a un bateau. En même temps, ça va peut-être fonctionner. On n'a pas lu le 4e tome. Ouais, mais en tout cas, l'histoire nous prouve que ça ne fonctionne pas. Hein? Oui, bon temps. On n'est pas... ouais, vu de même. meilleur Zorino. Encore là, il y a Pickles. Ouais, moi, j'avais la Sainte-Marie des Caniveaux puis Husband. Hein? Sainte-Marie des Caniveaux, c'est c'est l'autre, ça? Oui, c'est les amis de Pickle. Ouais, okay. Les amis de Pickle, ouais. Celle que j'appelle la naine blonde depuis tantôt. C'est ça. Il l'appelle Sainte-Marie des Caniveaux. Non, ben, je suis désolé. C'est son nom. Moi aussi, parce que Pickle, je pense qu'on découvre à la fin, en tout cas, du tome 3, là, un visage qu'on ne connaissait peut-être pas. Donc, elle ne mérite pas son Zorino. Ouais, sauf qu'à la fin du tome 3, c'est pas nécessairement de sa faute. Elle a été... blessée. Blessée, ouais. Ouais, non, mais c'est un peu comme Zorino qui l'est tout le temps. Ouais, mais elle réagit un peu vivement. Là. Sérieusement, si jamais vous n'avez pas lu les bandes dessinées, là, faites pause dans le podcast, allez les lire, parce qu'on dit vraiment beaucoup de choses sans le dire. Traitnumérique.ca. Ouais. On libère les BD. Là. Il en reste 2 de toute façon. Ouais. Meilleur Séraphin Lampion, personnage casse-couille. Mais là, il y a William. William, c'est un solide casse-couille. Notre bon vieux William. Ah, Seigneur, pauvre gars. Ah ouais, je le rajoute. Il vient désagréable tellement vite. Il passe de nobody au gars le plus gossant de la Terre. Ouais. Sinon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Meilleure boucherie sans eau. Meilleur commerce, établissement. Ben, l'alcôve, là, la maison de débauche. Là, le 17 Fidget Street. Oui, on est souvent là quand même, hein, à la maison de débauche. Quand même. Il y a de la débauche. Il y a de la débauche au quart de tour. Ouais, moi, j'avais deux choix. Je reviens dans le présent, parce qu'on n'a rien nommé, la SVPPB. Oui. Ah oui, Civis Pacem Parabellum.
qui est le nom de l'entreprise pour qui travaille, disons, entre guillemets, le personnage principal là, des ellipses temporelles du présent. Et sinon, je prenais Boucherie au pied de la lettre et je parlais du visage du prêtre qui va marier Jennifer. C'est un commerce? C'est pas un commerce. Le visage du prêtre? Non, parce que ça devient une boucherie là, quand oui, Jennifer part contre lui et lui lance du mercure au visage. Je vais le dire, là, on peut pas tout cacher. En même temps, il méritait. Ah oui, il méritait. Sans trop en divulgacher. Ben, quelqu'un qui fait des confessions en sniffant des bobettes, là, ça finit mal. Sans divulgacher, tous les personnages masculins dans cette série-là méritent ce qui leur arrive. C'est ça. Oui. C'est ça. Mais là, techniquement, les gens ont fait pause et sont allés les lire. Donc, c'est ça. Là, on parle maintenant d'un public qui sait. Là, prenez-les pas trop en affection. Si vous êtes « Oh, le vieux monsieur avec la grosse moustache, il me semble sympathique. » Non, il va... Qu'il me semble un bon bougre. Non. Cette phrase-là ne marche pas dans la BD. Il n'y a pas de bon bougre. Il n'y a que des mauvais bourges. Oui. Alors, meilleur goniomètre. Est-ce qu'il y a un objet qui est... Moi, j'avais dit les tatouages. Les tatouages qui se révèlent beaucoup plus qu'ils ne le sont en réalité. Oui, sans trop en dire. Ouais. Mais sinon, tous les instruments qui servent à brutaliser d'autres gens, il y en a quand même beaucoup. C'est surtout couteau. Il y a quand même, mais il y a quelques méthodes d'attaque qui sont quand même intéressantes. Justement, le mercure, envoyer une chandelle remplie de mercure. Faut le faire quand même, c'est assez original. Ouais. Puis c'est une des rares BD où est-ce qu'on parle de daguerreotypes. Oui, des daguerreotypes. Qui étaient des photos. C'est vrai? Ben oui. C'est ça. Oui, ben c'est les photos préhistoriques. C'était l'avant de la photo. On termine le dernier personnage de notre liste, le meilleur Michel, qui, on vous le rappelle, pour ceux qui sont pas tout à fait familiers avec ce personnage de l'univers de Tintin, Michel, c'est l'ingénieur dans Objectif Lune, personnage qu'on voit 3 cases, qui a clairement pas été dessiné par Hergé, parce qu'il est beaucoup trop sexy. Il est titré, il est beau. Faut pas être gêné de le dire. Il est beau, Michel. Non, il est beau bonhomme. Il a beaucoup de charisme. Et donc, Tania, surtout, s'est pris d'affection pour Michel. Donc, à chaque BD, on essaie de trouver qui est le meilleur Michel. Ben, je lance le pavé dans la mort. Là. Je crois qu'il n'y en a pas. Tous les gens sont laids. En fait, ceux qui sont beaux, ben, ils sont pas fins. Donc finalement, tout le monde est laid dans cette BD-là. Au niveau du masculin. Oui. Parce qu'au niveau du féminin, c'est une autre histoire. Ben non, mais là, ouais. Oncle Trevor, il est quand même beau, là. Ouais. Puis, moi, je suis assez d'accord. Il donne un coup de main, c'est un beau monsieur. Moi, je mets le docteur là, dans le Michel. Sera-t-il le grand méchant de toute la série? Hey, non, ça serait belle bout, là. Déjà, tout le monde est méchant. Laissez-y un peu d'espoir. Je le trouvais beaucoup impliqué pour un Michel, mais j'avoue que si on y va seulement du côté esthétique, c'est correct. Faut peut-être ouvrir le Michel un peu. Oui, c'est bon. Élargir le spectre du Michel. Oui. C'est ce que je fais avec Trevor. Alors, écoute, on est passé à travers tous les personnages. Et comme tu disais, Tania, tantôt, c'est le fun parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Bon, puis on a pu même associer plusieurs personnages aux personnages de Tintin. C'est quand même très intéressant. Oui. Donc, on rappelle la BD de ce soir. C'était la série Chi qui est parue. C'est le dire, hein, c'est spécial. C'est tellement court et ça veut tellement dire des affaires. Donc, la série Chi qui est parue chez Dargaud depuis 2017. 4 tomes de paru jusqu'à présent. Mais nous, on n'a lu que les 3 premiers tomes qui sont disponibles, on vous le rappelle, sur prénumérique.ca. Donc, allez lire ça. C'est disponible si vous avez avec toute bonne carte de bibliothèque valide du Québec. C'est disponible. Peut-être qu'en Europe, il y a des façons d'aller... parce qu'on a quand même beaucoup d'auditeurs européens. Donc, si vous avez une façon de lire cette BD pendant votre confinement, on vous le conseille. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas plus sortir que nous. Ben non. Et moins encore. Ah oui, encore moins. On s'excuse d'ailleurs.
Ah, c'est ça, Donc, mais c'est une balado. Hein. Les gens dans le futur pourront sortir aussi d'aller l'acheter. Là. on n'a pas lu le 4e tome, on le sait pas. Il va y avoir un avant et après ce 4e tome. Oui, entre autres. Oui, on l'espère. Alors maintenant, ce qu'on va déterminer, c'est le taux total Tintin, qui, je vous le rappelle, n'est absolument pas une note sur la qualité de la série ou de l'œuvre. C'est une note de parallèle avec l'univers de Tintin. Votre note sur 100? Je suis allée avec 28. 28 sur 100 parce que, bon, on est quand même vraiment loin, là. Tout le monde est méchant, puis les méchants réussissent, là, quand même à faire ce qu'ils veulent ou presque. Mais on a un personnage qui a beaucoup de volonté, beaucoup de courage malgré tout et qui échappe souvent à la mort. Mm-hmm. Comme Tintin. Donc, pour ça, je donne 28. Là. Ça a donné un petit coup là-dessus, là, se sortir de beaucoup de situations sans être trop blessé, sans mourir, en étant toujours en vie puis pouvoir continuer ses aventures. Ça, c'est très tintinesque. Tintinoludique. Tintinosque. Oui, OK. Olivier? Moi, de mon côté, j'ai trouvé que l'intrigue, l'aspect enquête était assez apparenté à Tintin. Là. Ça c'était évident. Mais tout le reste n'est pas dans l'univers de Tintin. J'imaginais ce pauvre Tintin dans cet univers-là, puis je crois qu'il se passionnerait beaucoup plus pour d'autres choses que pour les modèles accolés de bateaux. Il vivait dans l'époque victorienne de Kita et Jennifer Winterfell. Donc, c'est pour ça que je donne un 18 Tintin à cette. Oh, c'est quand même. Ben moi, justement, vous avez un peu dit mes arguments, mais moi, je vais quand même donner un 50 Tintin. Oh, oui, t'as peu. Je m'explique. Ben justement, on a le personnage de Jennifer qui est quand même très tintinesque. Il y a le côté policier, il y a le côté détective, il y a aussi le côté société secrète. Si vous vous souvenez, souvent dans les albums de Tintin, il y a beaucoup de sociétés secrètes, comme ça, des complots avec justement le docteur Muller, puis le colonel Spons, puis tout ça. Donc, il y a beaucoup ça. Cela dit, ça arrête quand même à un certain point, cette comparaison-là avec Tintin, et ce point-là, ben, c'est à 50. Après, ça ressemble plus pantoute. Donc, c'est pour ça que j'ai coupé ça en deux pour mon parallèle, si vous voulez, avec Tintin. Ce qui nous donne un taux total Tintin de 32. Ouais. C'est très bon. C'est très bon. J'ai quand même fait monter un peu la moyenne. C'est correct. Ben voilà, c'est le taux total Tintin qui termine l'émission comme à chaque semaine. C'est tout pour ce E égale RG2, épisode 60 sur la série Chi. Vous pouvez nous réécouter en balado sur Apple et Google, évidemment. Vous pouvez également aimer notre page sur Facebook, facebook.com/RGCKRL, HERGECKRL, où vous cherchez tout simplement E égale RG2. Et on a plein d'affaires, on a plein de contenus additionnels. On met des mimes. Est-ce qu'il faut dire mime? C'est-tu mime ou mémé en français? Je ne sais pas. Ah non, le mime, là, parce que... Mime? Ah ouais. Du mime. Ouais. On met des mimes, on met des gags, on a des parodies de couvertures d'albums de Tintin. On s'amuse beaucoup avec notre page Facebook et même pendant toute la période de confinement, on met à chaque jour ou presque une suggestion de lecture BD avec nos commentaires qui sont toujours, ma foi, très, très pertinents. Oui, on se spécialise là-dedans, la pertinence. Il ne faut pas oublier de le répéter souvent. Non, c'est sûr. Vous pouvez également nous contacter par Twitter sur le hashtag MatraqueMolle ou individuellement avec toutes nos adresses que vous pouvez retrouver sur notre site web qui est le erg2.com. Également sur Instagram, si vous voulez nous envoyer vos photos de MatraqueMolle, c'est le même hashtag MatraqueMolle. Donc, on se laisse pour cette semaine. On va probablement faire d'autres épisodes. On va essayer de se trouver d'autres BD à lire en confinement. On devrait. Alors, si vous avez des bons tuyaux pour des bandes dessinées qu'on peut lire en ligne et que tout le monde peut lire, puisqu'on veut essayer de partager ça avec vous. Donc, faites-nous-les parvenir donc, sur les adresses que je vous ai données tout à l'heure. Alors, Olivier Morissette, merci beaucoup. Merci. Tania Beaumont, merci. Ça fait plaisir. Mon nom est François Angers. Je vous dis à la prochaine.